Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous vous proposons un épisode un peu spécial, car cette fois nous inversons les rôles de l'interview. Et c'est moi, Fred Marie, rédacteur en chef du magazine et de ce podcast, à répondre aux questions. Pour l'occasion, c'est Joanne Lara, ancien membre des forces spéciales, qui m'interroge. Cet entretien est d'ailleurs à retrouver en format vidéo sur sa chaîne YouTube, Lara Tactical. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier pour soutenir notre travail. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Ouais. Salut Fred. Salut Joanne. Écoute, ça me fait super plaisir de t'avoir sur la chaîne, par pas mal de raisons. Et pour une fois, c'est moi qui vais jouer un petit peu le rôle finalement de la personne qui va interviewer. Yes, ça fait un peu bizarre d'ailleurs, mais on va s'y faire. Ouais, exactement. Dis-moi, déjà, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux finalement qui ne te connaîtraient pas? C'est à toi. Yes, je m'appelle Fred, donc Frédéric Marie pour le nom complet. Je suis photojournaliste depuis une douzaine d'années. Je suis le rédacteur en chef du magazine Défense Zone. C'est un petit placement de produit. Ouais, tout à fait. Et j'y suis passé quelques fois, donc ça va. Exact. Exact. Je suis aussi le directeur d'une agence de presse qui s'appelle le Collectif DR, qui est une agence d'une 60aine de photographes un peu partout en France. Okay. Et je suis spécialisé en photographie de reportage et notamment sur le reportage plus militaire, on va dire. Tout ce qui touche au sujet sur l'armée, la géopolitique, la défense au sens large. Je pense qu'on va en reparler, un boulot passionnant que j'adore. Ouais, voilà, c'est-à-dire que là, en gros, c'est pas un... On a tendance à dire reporter de guerre, mais en fait, c'est photojournaliste, finalement. C'est ça, c'est la manière dont tu pourrais décrire au mieux ton métier, finalement. Alors, il y a des reporters de guerre, mais moi, à titre personnel, je refuse, on va dire, de me catégoriser comme reporter de guerre parce que je fais pas ça tout le temps. Ouais. Il y a des gens, il y en a très peu d'ailleurs, il y a peut-être une poignée, vraiment, littéralement, tu les comptes sur le doigt de la main. Des gens comme Patrick Chauvel, il y a qui d'autre? Tu vois, j'en connais pas beaucoup non plus. Il y a Jen Natchway, des gens qui font vraiment que de la guerre, qui vont sur tous les conflits depuis des dizaines d'années, qui vivent vraiment que de ça, il y en a très peu. Moi, je fais des sujets qui sont pas que en zone de guerre. Quand je suis l'armée française, c'est pas forcément qu'en zone de guerre. Ça peut être des exercices de l'OTAN, à droite à gauche. Il y a d'autres sujets aussi que je fais sur des trucs qui n'ont rien à voir avec l'armée, sur l'écologie, l'économie, la société. Donc voilà, le reporter de guerre, on va dire que c'est une case dans laquelle, personnellement, j'y mets certains types de personnes. Et par humilité, j'irai pas là-dedans. Après, j'ai pu aller sur des zones de guerre. Je me suis rendu à 3 reprises au Sahel, la zone des 3 frontières, notamment, que je pense que les gens qui nous écoutent connaissent un petit peu. Et puis, j'ai pu me rendre en Ukraine l'année dernière. Territoire assez intéressant aussi. Et dans d'autres territoires où ça bouge un petit peu, la Guyane, notamment pour la partie hors-paillage, les missions d'hors-paillage. Et parmi tous un petit peu ces théâtres que tu as pu couvrir, il y en a qui t'ont un petit peu plus marqué que d'autres, ou est-ce que finalement pour toi, tu couvres finalement presque un événement qui se passe et au final tu t'en détaches un petit peu? Comment est-ce que ça se passe au final? Ou est-ce que quand tu en rentres, tu en restes marqué finalement? Est-ce qu'il y en a finalement qui t'ont marqué comme ça? En général, t'es marqué par un peu toutes les expériences que tu vis. C'est rare de rentrer dans un endroit et de se dire que ça t'a pas marqué, mais tous m'ont appris quelque chose, tous m'ont fait réfléchir. Et comme le simple fait de voyager, en fait, plus tu voyages, plus tu ouvres ton esprit et plus tu comprends des choses. L'Ukraine, forcément, c'est l'endroit le plus fou que j'ai pu voir, je pense. Notamment le décalage qu'il y a entre quand tu arrives à Kiev, qui est une grande ville où il y a de la vie, il y a des bombardements, mais tu les vois pas. C'est un endroit qui est très grand, donc tu entends des alarmes, tu entends les sirènes d'avertissement, mais tu vois pas les bombardements. Tu as l'impression d'être dans une ville comme à Paris, tu vois. Par contre, quand tu rentres dans le Donbass ou au sud de Zaporijjia, là où j'ai pu me rendre, là tu vois des villages détruits, tu vois des impacts de tirs de mortier ou de plus gros calibre. Donc là, tu comprends concrètement ce que c'est une zone de guerre. Et c'est marquant. Ouais. Finalement, on a tendance peut-être à oublier, pour certains, que ça nos porte finalement. Là, tout à l'heure, on s'amusait à regarder ça, si on peut dire s'amuser. On regarde Paris-Kiev, 2500 km. En fait, au final, on couvre en une journée de voiture. Donc, il y a une certaine forme de proximité. Et je pense que quand on observe des conflits au travers d'un écran de télévision, c'est une chose.
quand d'autant plus, c'est pas tout à fait sur le même continent, peut-être que ça nous affecte moins. Et là, j'ai l'impression qu'il y a presque une prise de conscience où on se dit « Ah ouais, c'est là ». Et ça peut nous tomber dessus. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que, et c'est un peu, comment je pourrais l'exprimer sans qu'on me regarde au travers de cette caméra et on ait l'impression que je fasse une sorte de sectarisme. Le fait de pouvoir s'identifier aux personnes qu'on regarde en tant que capitale un peu européenne, on parle de l'architecture, du lifestyle des gens, mais aussi finalement de la couleur de peau, on va pas se mentir, peut-être même des religions. Et donc du coup, ça nous frappe peut-être un petit peu plus. Ça, tu le ressens, ça, quand tu y vas là-bas? Oui, d'autant plus que j'ai pu voir aussi le théâtre africain, on va dire, avec le Mali, le Niger, un peu le Burkina. Tu vois effectivement qu'il y a ce côté exotisme que tu as en moins en Europe, parce que tu restes t'es en Ukraine, tu es un peu en Europe. Oui, d'autant plus que tu parles peut-être aussi plus facilement avec les gens en anglais, etc. Donc ouais, pour répondre à ta question, ce qui est vraiment marquant, c'est l'environnement de zones de guerre que tu n'imagines pas. Tu peux pas imaginer en fait. Quand tu es avant de le voir en fait, quand tu vois une station-service, par exemple, tu vois le plus proche où on s'est approché de Bakhmout avant que ça soit complètement pris par les Russes. Il y avait encore c'était pile le moment de cette fameuse début d'offensive ukrainienne dont on voyait pas vraiment le début. Et Bakhmout était vraiment discuté, tu vois. Et au plus proche, le lieu de ralliement, c'était une station-service où tu pouvais acheter tout ce que tu voulais, en fait. Du coca, il y avait une qui faisait des burgers. Et tu voyais des gens faire la queue avec un fusil dans le dos en tenue, avec de la boue partout parce qu'ils rentraient d'une tranchée, quoi. Et tu vois ce décalage total du mec passer avec un burger et le flingue dans le dos et repartir sur son quad pour aller au front. Tu vois, c'est complètement irréel. Et là, tu te dis, t'entends des tirs, t'entends les explosions, des départs et des arrivées de mortiers. Tu l'entends bien. Tu te dis, c'est complètement irréel avec des gens sur leur téléphone parce que t'as Starlink partout, t'as une Wi-Fi partout, et les gens sont sur TikTok, Facebook, etc. Et tu vois le décalage total. T'imagines pas la guerre comme ça, en fait. Tu vois. Finalement, ouais, c'est un peu je veux pas parler de surmédiatisation, mais un peu la TikTokisation finalement du conflit. Et je pense que c'est ça aussi qui aujourd'hui, moi en tout cas à titre personnel, m'a choqué. C'est le fait que dans un feed TikTok, tu puisses te retrouver avec des images terribles de personnes qui sont massacrées, suivies d'un chat qui fait des triples sauts périlleux. Et je pense que ce décalage-là, en fait, au final, d'une certaine manière, pour beaucoup, peut-être, non pas dédramatise, mais en tout cas, laisse à penser que, vu que c'est sur du réseau social, on swipe et c'est aussi vite vu que... Et de l'autre côté, frappe aussi par sa proximité, quoi. Moi, honnêtement, quand il y a eu le début du conflit, je m'en souviens, j'étais dans un train, en fait, et il y avait les premières images qui commençaient à arriver. Et il y en avait une notamment où tu vois un chasseur russe, je ne sais pas si tu te souviens de cette image-là. Tu as un chasseur russe qui déboule et qui tape, qui balance ses missiles. Et tu entends une petite fille qui crie dans sa maison puisqu'elle est à la fenêtre et elle voit le chasseur. Et il y a cette espèce de violence, cette espèce de mur à la fois de la violence mais aussi de la réalité qui vient de frapper. Et moi, en tant que père de famille aujourd'hui, ça m'a tout de suite hérissé les poils sur les bras. Et m'a mis presque, enfin je sais pas si tu l'as ressenti comme ça, mais presque dans une forme de colère presque et d'impuissance. Et j'ai le sentiment qu'en allant là-bas, toi, tu as pu le toucher un petit peu du doigt, tu as pu le sentir, le voir, et tu l'as mis ça en photo. Et quand j'ai regardé ton reportage, là, justement, qui est disponible sur YouTube, on peut pas rester insensible, quoi. Moi, émotionnellement, moi, tes images, la qualité de ton contenu, de tes vidéos, moi, m'a frappé, en fait. Mais vraiment, c'est-à-dire que je me suis dit, waouh. Et je me dis, en fait, ton boulot, toi, il t'amène à côtoyer tout ça. C'est pour ça que ma question n'était pas innocente, finalement. Est-ce qu'il y a des conflits qui t'ont marqué? Est-ce que émotionnellement, en fait, on s'en tire intact de tout ça, quoi, finalement? Moi, j'ai eu beaucoup de chance de ne pas... Alors, je suis resté 2 semaines sur place. J'ai eu beaucoup de chance de ne pas voir de choses qui auraient déclenché chez moi un syndrome traumatique ou qui m'auraient choqué. J'ai vu quelques trucs, mais c'était pas... ça me hante pas dans mes rêves. En tout cas, que je bois, ce n'est pas le cas. Pour le moment,
Mais c'est sûr que tu ressens des émotions où tu te rends compte, en fait, quand tu allais dans un village, tu as limite slalomé entre... tu es passé sur la route, il y avait un missile qui n'a pas explosé. Tu t'arrêtes pour faire une photo et puis tu es déconcentré dans ton cadrage par un char qui part et tu suis le char. Et puis quand tu arrives dans le village, là, tu entends des arrivées de coups de plus en plus fortes, de plus en plus proches. Tu commences à comprendre que tu n'as pas droit à l'erreur et en même temps, tu as intérêt à avoir de la chance. Parce que là, c'est une question de chance. Ça arrive sur toi, ça arrive pas sur toi. Donc, il faut être capable de prendre beaucoup de recul et en même temps d'être très éveillé, tu vois, très pragmatique et très alerte. Et être capable de suivre le mouvement si là, quelqu'un te dit il faut monter dans la voiture et se barrer. Et être capable de pas bloquer, pas de rester stupéfait par ce qui se passe. Donc, ça, c'est un truc que j'ai ressenti, que j'avais pas ressenti avant. Et ce qui est assez étonnant, d'autant plus que j'ai couvert des exercices militaires, comme plein de photographes, avec des tirs soit réels, soit tirs à blanc. Mais comme tu sais que c'est fake, c'est que c'est à blanc, ou tu sais que c'est un tir d'exercice, donc c'est un tir de mortier ou de missile ou quoi, tu te concentres plus sur tes images. Là, tu sais que c'est du réel et ça arrive aussi sur toi potentiellement. Donc là, tu ressens des choses différemment. Moi, la question que je voulais te poser justement, par rapport à tout ce que tu as pu voir durant c'est toujours ta carrière, ça c'est une question qui est peut-être un peu sensible. Tu vois des choses, tu couvres des événements, qu'est-ce que tu peux dire ou pas dire? Où est la frontière finalement entre j'ai une information et je décide de la transmettre? Parce que finalement, ton boulot, toi, tu es un indépendant. Tu n'es pas salarié d'une chaîne de télé, d'un journal ou quoi que ce soit. Donc, tu bosses à ton compte, si j'ai bien compris. Puis, tu remets ces informations-là à des gens qui vont te les racheter. Donc, déjà, première question, quand on voit une photo, comment est-ce qu'elle est annotée, cette photo? Je veux dire, on peut regarder un verre, une tasse. Suivant l'angle à lequel on prend, on n'a pas du tout le même objet. Donc, est-ce que toi, tu envoies une annotation quand tu prends une photo, par exemple? Ouais, toujours. En fait, l'annotation, elle est dans la photo. C'est ce qu'on appelle les IPTC, les métadonnées de ta photo. Quand tu es indépendant, parce que pour la photo de presse, on va dire que 98% des photographes de presse sont indépendants, sont représentés ou pas par des structures type agence, collectif. Mais il n'y a plus vraiment, il y a peut-être 1% de photographes qui sont encore salariés de rédaction ou d'agences comme l'AFP, Reuters, etc. Mais la plupart sont indépendants et quand ils vont être déployés sur le terrain pour travailler, ils seront soit en commande pour un magazine, qui vont les payer à la journée, à la semaine, au forfait ou que à la photo, ou ils vont faire le pari, comme ce que je fais moi depuis le début quasiment, de partir sans commande, sans forcément attendre une commande, attendre l'autorisation de partir, faire le job, essayer de le faire au mieux, et ensuite en revenant en France ou sur place par mail, proposer l'histoire pour essayer de la vendre à un magazine ou un journal ou via une agence. Et toutes les photos que j'envoie sont bien entendu éditées et indexées avec les informations à l'intérieur, c'est-à-dire ce qu'on appelle les 5 W dans la profession, les quand, quoi, comment, when, where, why, etc. De sorte à mettre les informations et de ne pas truquer la réalité. C'est-à-dire que la personne qui reçoit la photo, elle sait quand est-ce qu'elle a été prise exactement, où est-ce qu'elle a été prise et de quoi ça parle. Et si jamais je sais pas, un magazine publie la photo en mettant une légende différente de la mienne, moi je pourrais me retourner contre eux juridiquement parce qu'ils ont fait une faute. En général, ça se passe pas, ça peut se produire de temps en temps, mais les gens sont professionnels, c'est rare quand même. Alors, tu as un contenu, tu prends, admettons, tu es en déplacement, tu es à l'étranger, tu es avec l'armée française, admettons, tu assistes à des choses, tu vois par exemple une scène, admettons de combat, où tu vois certains éléments graphiques, admettons sur un soldat, peu importe. Je fais surtout allusion, par exemple, aujourd'hui, on se souvient d'une photo d'un militaire qui avait un couvre-masque, voilà, un peu skull-head, et cette photo a été diffusée, ce qui a porté atteinte finalement à la personne en question, à l'unité, etc. Alors que fondamentalement, la personne, c'est un couvre-masque qui devait lui plaire, etc. Donc on s'aperçoit qu'une photo, elle a un pouvoir, et elle peut avoir un pouvoir de nuisance. Moi, ma question, c'est à quel moment en fait tu décides de rendre cette photo publique-là? Pourquoi tu la gardes pour toi? Est-ce que c'est des obligations qui te sont purement personnelles, émotionnelles? Est-ce que c'est ton métier, l'éthique? Ou est-ce que c'est parce que tu as signé un contrat finalement avec une administration ou autre qui te dit toi, tu publies rien sans notre approbation? Mais dans ce cas, tu deviens un peu un outil de propagande de l'État puisque
finalement, tu n'as plus ta liberté d'action. Comment tu considères tout ça finalement? Alors, tu as plein d'entrées différentes. Déjà, tu as ce qu'on appelle le droit à l'image. En France, n'importe qui peut faire des photos de n'importe qui, n'importe quoi. La seule limite, c'est la publication de l'image. Je fais une photo de toi là, dans la rue, on part du principe qu'on est dans un espace public. Je fais la photo, j'ai le droit de le faire. Si je la publie et que ça te porte préjudice, là, tu peux te retourner contre moi juridiquement. Ça, c'est la loi. Après, il y a des... Si par exemple, c'est dans le cas d'une manifestation, avec ta pancarte, ça n'arrivera pas. Une manifestation avec une pancarte, j'ai publié ça dans un journal, tu peux pas trop te retourner contre moi parce qu'il y a le droit de la presse, le droit d'informer, etc. Si par exemple, je fais des photos de... Ça m'arrive de faire des photos du RAID, du GIGN, des forces spéciales, des gens qui sont sous anonymat. Là, le deal de départ, et là c'est un décret de loi qui en parle, c'est que ces unités-là sont sous anonymat. Il y a un certain nombre d'unités qui sont sur ce décret. Toutes n'y sont pas. Hein. Il y a des unités qui disent qu'elles sont sous anonymat, mais elles ne sont pas sous anonymat, elles sont pas sur ce décret. Là, je ne peux pas diffuser des photos de gens qui sont reconnaissables parce qu'il y a ce décret qui l'interdit. Et après, il y a une question de logique, de sécurité des personnes. C'est normal, les gens n'ont pas envie de voir leur tête publiée alors qu'ils font des missions spéciales, etc. Donc là, c'est normal. Après, le cadre du... C'était un bœuf, je me rappelle, avec la tête de morte, superbe photo au Mali. Pour mettre un peu de contexte, je crois que c'est des légionnaires, le mec est légionnaire. La photo est prise par un photographe de l'AFP, l'agence France Presse, qui est une agence quasi, mais je crois que c'est complètement étatique. L'État doit être majoritaire dedans, donc c'est comme c'était l'État. C'est pas un photographe indépendant qui fait ça, c'est un photographe de l'AFP. Déjà, c'est quand même survalidé avec des degrés de validation des images, etc. Le problème de cette image-là, c'est qu'il y a un dirigeant, un officier supérieur à Balard, qui a décidé que ça portait préjudice à l'image de la France, ou je sais pas trop quoi, et qui du coup a puni tous les gens qui étaient en dessous de lui dans la chaîne hiérarchique, en disant comment avez-vous osé laisser ce mec faire ça, etc. Je crois que le mec d'ailleurs s'est fait virer de son unité à cause de ça, ou des blâmes, etc. Et on a tout mis sur le dos du photographe. C'était un peu simple, si tu veux. Des histoires comme ça, il y en a plein, des fois pour une question de rasage, tu vois, ou de mauvaise tenue. De couleur de chaussettes. C'est con, mais non, mais on en rigole, mais on se dit, ben non, en fait, c'est une tenue qui... Tu as des chaussettes blanches sous un uniforme, voilà, c'est pas des chaussettes qui sont censées être portées quand on porte des tenues camouflées, surtout pas assis sur le patin d'un hélicoptère. Non, mais c'est très con, mais en fait, en réalité, on en entend partout, en fait, ces histoires-là. Donc, le nombre de photos que j'ai fait, plein de gens m'ont dit, c'est des belles photos, et il y a un mec qui me dit, un officier, souvent des officiers de presse, qui dit, ah non, mais là, ça va pas, le mec, il porte du multicam, où il a pas la bonne paire de lunettes régimentales, officielles, etc. Et c'est là où tu arbitres en tant que journaliste, en tant que professionnel, tu arbitres en disant moi je ne suis pas communicant, je ne fais pas la nouvelle affiche de recrutement de l'armée de terre, je suis là pour informer les gens. Et du coup, si le mec il n'a pas la bonne paire de lunettes ou il a laissé pousser sa barbe un peu trop parce qu'il est en mission, moi j'ai envie de dire c'est pas mon problème. Et si vous en êtes à brimer quelqu'un à ce niveau-là, c'est pas ma faute, tu vois. Après, si je fais une photo, ça m'est arrivé de faire une photo d'un mec avec un patch loin d'être officiel, tu vois. Je diffuse pas la photo parce que je sais que le mec va être embêté pour ça et que moi j'ai pas besoin de... Ça apporte pas une information, tu vois, aux gens. Donc après c'est une question d'arbitrage et de bon sens. Je te prends un exemple au Mali, j'ai pu suivre pendant une dizaine de jours des parachutistes du 8e RPMA qui étaient en mission sur le terrain pendant plus de... Je crois qu'ils ont fait 2-3 semaines non-stop de terrain avec que des BOAT. Et donc, autant dire que les conditions de vie n'étaient pas folles. Ils étaient rationnés en eau parce que c'était complexe au niveau des ravitaillements. Et donc, à un moment donné, je fais une photo des mecs en train de faire leur lessive. En gros, dans une bassine, ils essaient de nettoyer un peu son uniforme. Et là, le mec me dit non, mais arrête, prends pas une photo, on dirait un camp de gitans, là, le truc avec le VAB et tout, avec les fringues qui sèchent et tout. Et là, je dis mais attends, mais justement, c'est pas grave. Pense à tous les conflits anciens, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam. Toutes ces photos où on voit les mecs étaient en train de ramasser sur le terrain, qui sont dépareillés en termes d'uniforme parce qu'ils n'ont plus aucune fringue propre. C'est des images pour l'histoire. C'est des images que le musée de l'armée achète. Mais notamment, moi, ça me rappelle une histoire dont tu m'as raconté. Ce fameux curé, finalement, qui s'était mis derrière une mitrailleuse, qui avait ouvert le feu. Photo qui n'avait jamais été diffusée. Et qui, lui, bien des années, et qui n'avait pas été diffusé à sa demande, finalement, et ensuite qui a été diffusé
par sa personne, justement, des années plus tard. Ça, tu peux nous en dire un peu plus sur cette histoire? Je la trouve absolument passionnante, celle-là. Ouais, alors ça, c'est l'histoire d'une des photos de Patrick Chauvel, un grand reporter, là, pour le coup, un vrai reporter de guerre, que je mettrais vraiment dans cette case-là, qui a fait plus de 50 ans de conflits, plus de 70 ans aujourd'hui, et qui continue à faire des conflits, parce qu'on est parti ensemble en Ukraine, justement. Et lors d'un reportage au Liban, il a fait une photo incroyable d'un prêtre maronite en train de tirer la doucette à l'arrière d'un pick-up, parce qu'il était pris par un élan de folie à ce moment-là, devant quelque chose de scandaleux. Et il a fait la photo, il l'a envoyée à l'époque au journal qu'il avait pris en commande. Et le lendemain ou quelques jours après, le prêtre est venu le voir pour lui dire non, mais il ne faut pas que tu diffuses cette photo parce que j'étais pas dans mon état et dans mon état normal. Et si tu diffuses cette photo, ça aura de graves conséquences pour moi et pour les autres. Et il a appelé la rédaction pour dire il ne faut pas diffuser cette photo. Et cette photo, il l'a mis dans son bouquin Rapporteur de guerre qu'il a publié des années après, on va dire qu'il y a prescription, pour justement, et c'est un très bon exemple du style de photo que tu fais, mais que tu ne vas pas forcément publier, parce que ça aura des conséquences derrière. Alors, j'ai une question bête, peut-être que beaucoup se posent. Donc, quand on fait du photojournalisme, est-ce que moi je peux me dire m'autoproclamer photojournaliste en dehors d'une carte de presse? Je prends un vol Ryanair direction Kiev, je loue une voiture chez Next ou Sixt ou je sais pas trop, et je me rends au plus proche de la zone de conflit. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, ça évoque un peu, ça allume pas quelques signaux finalement, peut-être au niveau de l'État ou quoi que ce soit, un mec comme ça qui part juste pour aller couvrir? Est-ce que tout le monde peut couvrir un conflit? Cette question n'est pas innocente, on s'aperçoit de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pas mal de personnes qui se disent tiens, salut, je suis un selfie, je suis avec mes potes à tel endroit, etc. Et je vais couvrir ce conflit-là. Est-ce que tout le monde peut faire ça aujourd'hui? Est-ce que pour toi, ça représente un risque, ça? Alors oui, tout le monde peut faire ça. Et concrètement, quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, tu avais entre 2 et 3 000 journalistes qui étaient accrédités par le gouvernement ukrainien sur place. Accrédité parce que pour bosser sur place, il te faut une carte de presse ukrainienne. Tu fais la demande, ça prend plus ou moins de temps pour l'avoir. Et c'est une carte qui te permet en fait de passer les checkpoints, parce qu'il y en a partout dans le pays. Okay. Et cette carte, au fur et à mesure, ils ont augmenté la difficulté pour l'obtenir. Et maintenant, il faut montrer vraiment une lettre de rédaction d'engagement, une rédac qui prendra ton sujet, ta carte de presse française, etc. Mais au début, c'était open bar parce que les mecs voulaient justement montrer les horreurs de la Russie. Donc, le plus de journalistes venaient, le mieux c'était pour eux. Est-ce qu'ils y sont arrivés? Ils ont réussi à démontrer justement ces horreurs-là? Est-ce que le contrat d'objectif a été rempli en adoptant cette méthode de travail? Bah ouais, parce que tu as vu des images des massacres de Boutcha. Il y avait carrément des tours de journalistes organisés. On était dans un bus pour aller montrer la libération de la ville et voir tous les cadavres, etc. C'était même limite glauque à un moment donné. Donc oui, au début, et puis tu l'as dit, c'est pas loin. Ça a une journée de voyage de Paris. Il y a plein de jeunes journalistes qui ont voulu faire leurs premières armes en allant couvrir ce conflit. Et quelque part, c'est la meilleure façon de se lancer. Et pour répondre à ta question de derrière, n'importe qui peut devenir journaliste. En tout cas, d'après la loi ou quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme en école de journalisme. Le truc, c'est que si tu ne fais pas une école de journalisme, tu n'auras pas l'enseignement qu'il te faut pour apprendre à faire le métier de journaliste. Tu vas apprendre à écrire un article, faire des photos de presse, réaliser un produit journalistique, donc que ce soit de l'audio, de la vidéo ou autre chose. Tu es bien obligé de te former. Donc tu peux te former en école, tu peux te former via des formations en ligne, des formations auprès d'experts, tu peux aussi te former sur le terrain. Il y a énormément de grands reporters. Je pense à Chauvel, par exemple. Il n'a pas fait d'école de journalisme, Chauvel, d'école photo. D'ailleurs, il raconte dans son bouquin, c'est son premier reportage, c'était la guerre des 6 jours. Toutes ces photos, il a vécu des histoires de dingue dans le désert, il avait à peine 18 ans. Mais à la fin, toutes ces photos étaient ratées parce qu'il les avait pas bien exposées. Et toute la pellicule était remplie de photos blanches. Donc là, il s'est dit, ok, je vais peut-être apprendre ma photo et ensuite je vais repartir. Et puis il est reparti au Vietnam, etc. Et aujourd'hui, tu peux décider d'acheter un appareil photo à la Fnac, partir dans n'importe quelle zone du monde que tu arrives à avoir les visas, les autorisations, etc. Et que tu as l'argent pour y aller. On va en reparler, mais c'est le nerf de la guerre, pour le coup. Parce que ça coûte extrêmement cher, le reportage de guerre. Mais n'importe qui peut y aller. Et après, il te faut les autorisations, des contacts sur place. Mais c'est ouvert à tout le monde. Moi, j'ai une question aussi un peu type mainstream.
aujourd'hui, on parle beaucoup de fake news. En fait, en gros, c'est devenu un petit peu le truc à la mode. Donc, soit on regarde TF1, France 2, et puis en fait, tout le monde dit ça, c'est des outils de propagande de l'État, et voilà, ils servent les intérêts des politiciens ou de la politique française. Ce qui est peut-être pas faux dans un certain... Bah oui, à un moment donné, il faut bien aussi défendre les intérêts de la nation, et puis convaincre les personnes que tel ou tel choix sont bons. Donc, c'est moins ça, en fait, finalement, moi, qui me choque. Mais c'est que, parmi tout ça, finalement, on se souvient, par exemple, moi, je me souviens, il y avait beaucoup RT News, qui est peut-être même plus, en fait, autorisé, ça, en France. Ça n'aimait plus en France, je crois. Voilà. Comment est-ce qu'on fait le tri parmi tout ça? Est-ce qu'il y a de la politique qui se mêle au journalisme? Est-ce que le journalisme, il est réellement indépendant? Toi, comment tu te situes parmi tout ça? Et puis, du coup, question un petit peu à rallonge, je suis désolé, étape par étape, mais est-ce qu'il n'y a pas un lien de confiance qui s'est brisé entre ceux qui consomment l'information et ceux qui la créent, finalement? Alors, en fait, c'était le métier de journaliste. Je crois que j'ai lu ce matin un sondage passé comme quoi 80% des personnes sondées admettaient que le métier de journaliste est nécessaire et important pour la société. Et en même temps, effectivement, tu vas en manif avec un appareil photo, une caméra, que ce soit des gilets jaunes ou autre chose, tu vas vite te faire insulter de médias collabos, je sais pas trop quoi. Il faut en fait reprendre les bases, les fondamentaux. Le métier de journaliste, c'est pas pareil que les médias. Les médias, c'est une entreprise. En France, la plupart des médias, des entreprises de presse sont possédées par quelques familles, quelques milliardaires ou des banques d'investissement ou l'État. Le service public, c'est l'État, tu l'as dit. Donc tous ces gens qui achètent des médias, ils ont des intérêts. Tu vois, pendant qu'on parle, il y a des auditions au Sénat de tous les patrons de presse en ce moment, de Bolloré, etc. Les histoires de CNews, tu as peut-être suivi. Oui, tout à fait, ouais. Voilà. Et j'encourage les gens à se renseigner, à aller écouter Bolloré parler de qu'est-ce qu'il a comme vision pour ces médias, d'aller écouter ce que dit Quotidien, d'aller écouter ce que disent des sénateurs, des députés de tous les bords possibles. C'est intéressant ce qui se passe en ce moment. Et il faut comprendre qu'un journaliste, c'est un peu, si tu veux, comme un soldat dans une unité. Il est là pour partir sur le terrain, pour faire le taf, et il prendra peut-être la foudre s'ils sont en haut, ça fait n'importe quoi. Mais lui, il fait son boulot le mieux possible. Tu vois, il essaie de ramener les images telles qu'il les voit, il essaie de ramener les faits. Le journal, une fois qu'il récupère la matière première du journaliste, il va y appliquer le filtre de la ligne éditoriale du journal. Donc gauche, droite, voilà. Est-ce qu'il y en a des neutres déjà parmi tout ça? C'est très compliqué d'avoir une ligne éditoriale neutre parce qu'il y a toujours des intérêts. Maintenant, on a la chance quand même de vivre en démocratie et c'est pas si horrible que ça. C'est pas si horrible que ça en termes d'orientation. Alors oui, si tu lis à l'heure actuelle, toute la journée, Le Figaro, etc., ça va être surtout à droite. Tu lis Libération, Mediapart, etc., c'est plutôt à gauche. On va dire que Le Monde a tendance à un peu temporiser. Après, il ne faut pas oublier qu'on a tous des biais cognitifs. On a le gros biais de confirmation qui fait qu'on est tous des humains, on aime bien lire ce qu'on pense déjà, ce qu'on croit déjà. Et quand quelque chose ne va pas dans notre sens, on a l'habitude de dire le mec... Si moi je suis plus de droite par exemple, si c'est pas d'accord avec moi, je vais dire c'est un truc de gauche et vice versa. Tu vois, donc il faut aussi faire le tri. Moi, je pense que ce qu'on devrait apprendre à tous les gamins dans les écoles, il y a des profs qui font très bien leur boulot là-dedans, c'est de consommer un peu de tout. Et donc, comme l'alimentation, tu vois, tu te nourris de tout. Tu te nourris de presse aussi bien de gauche, de droite, en ligne, print, télé, radio, international. Tu vois, tu lis Courrier International. Courrier International, c'est un journal formidable dans lequel tu as des articles de différents pays du monde qui sont traduits en français. Et souvent, ils mettent sur la même page. Tu vas avoir un journal palestinien, un journal israélien. Ils vont traiter de la même information, ils vont les mettre sur la même page, traduit en français. Là, tu vas comprendre le monde. Et donc, c'est sûr que si tu regardes la même chaîne de télé, si tu regardes BFM toute la journée ou CNews toute la journée, tu vas avoir une perception du monde. Et qui, en plus, c'est pas la tienne, c'est celle qu'on va te mettre dans la tête. J'ai quand même le sentiment, moi, alors c'est peut-être quelque chose qui me frappe à mesure que je grandis et que je mûris, mais que l'outil média, en fait, finalement, et journalistique, aujourd'hui, c'est véritablement une arme. On l'a mesuré notamment sur les ingérences qu'on peut avoir dans les médias par des grandes nations et qui vont faire en sorte que, par exemple, une nation prenne une décision en termes de vote, par exemple, pour des présidentielles, ou créer plus une psychose. On avait vu par rapport aux punaises de lit, etc. Et ça, j'avais peut-être pas autant saisi dans une période qui est aussi complexe aujourd'hui que... Il y avait un réel intérêt finalement que de désinformer. Voilà.
Et c'est pour ça que je te posais la question. Maintenant, la deuxième, et c'est un peu la rallonge. Est-ce que il y a des époques, selon toi, marquantes, qui ont marqué un tournant, là je parle vraiment armée parce que j'étais militaire, et qui ont cassé le lien de confiance qu'il y a pu avoir entre le journaliste et le militaire. Le monde militaire, j'entends le sens global du terme. Ouais, il y a cet épisode de la prise d'otage des journalistes de France Télé, Guéquière et Taponnier, qui, quand ils ont été pris en otage en Afghanistan, ça a mis un gros bazar, pour rester neutre dans les termes, sur ta chaîne, qui a fait que beaucoup de militaires détestent les journalistes depuis cette époque. Bon, c'est générationnel, c'était en 2009. Aujourd'hui, les nouveaux engagés, ils connaissent pas cette histoire, même si on leur raconte pendant les classes, etc. On leur dit, et je l'ai vu, j'ai vu des classes où des instructeurs disaient aux jeunes engagés, méfiez-vous des journalistes, c'est tous des salauds et c'est tous de vous avoir. C'est pas aussi simple que ça. Je veux dire, on va dire, pour la défense des journalistes, c'est un peu comme les militaires, c'est le reflet de la société. Il y a tout. Il y a quand même une ligne de conduite qui est là pour essayer de faire les choses correctement, la déontologie, la charte de Munich, plein de trucs comme ça. Et après, chacun essaie de faire comme il peut. Mais c'est vrai que depuis cet épisode, où ces deux journalistes sont sortis d'une base française en Afghanistan et se sont fait prendre otage par les talibans, forcément, ça a changé la donne sur la question de l'accompagnement des journalistes sur le terrain par l'armée. C'est-à-dire que quand un journaliste est embed dans une unité de l'armée, il est vraiment chaperonné, pas d'autre mot, hein, par un officier de communication qui est là pour les surveiller et les accompagner pour faire en sorte qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, même si, pour la défense aussi, pour être neutre et nuancé, l'officier de presse, c'est une plus-value aussi pour le journaliste parce que ça va être le point de contact pour avoir les interviews, pour donner les informations et faire en sorte que le reportage se passe bien et qu'il soit intéressant à voir. Après, les officiers de presse, comme les journalistes, reflet de la société, il y a des gens très bons, des gens très mauvais. Il y a des gens qui sont efficaces, d'autres pas du tout. C'est le jeu, quoi. Alors, est-ce qu'on doit finalement, là je prends un peu une anecdote, mais je trouve qu'elle est très révélatrice. On se souvient le film Stanley Kubrick, donc Full Metal Jacket. Ça, pour moi, gamin, c'était un peu l'idée que je me faisais du journaliste de guerre, finalement. Le mec est au contact, il sort de l'hélico, il est avec les gars, il est au front. Voilà, c'est presque qu'il est derrière le char pendant que les mecs tirent et lui, il prend les photos. Voilà. Aujourd'hui, on n'est plus tout à fait là. On l'a mesuré par exemple avec le Mali, avec la reconquête, si je puis dire, du Mali, où finalement il y avait une sorte de bride, un mur qui empêchait le milieu journalistique de se rendre au plus proche des lignes, ce qui n'était pas le cas finalement avec la période afghane. Toi, tu te situes où là-dedans? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu penses qu'il faut filtrer? Est-ce que tu penses qu'il faut former peut-être? Je parle des jeunes, mais je parle aussi des militaires dans leur ensemble, que ce soit chef de groupe, chef de section, peu importe, CDU. Est-ce qu'on doit intégrer de manière beaucoup plus précise et intégrer en fait cet outil journalistique et dire voilà la méthodologie et pas juste dire écoute, s'il y a une question qui est posée, tu renvoies directement. Voilà, est-ce que tu penses que tout ça, il y a quelque chose à faire? Toi, où est-ce que tu te situes là-dedans? Alors, pour revenir sur la dernière partie, ça se fait déjà, mais c'est amusant de voir que ça se fait dans le mauvais sens. C'est-à-dire que la plupart des exercices récents, tu vois, je pense à Orion, le gros exercice de l'armée qui va se faire tous les 2 ans, en mode c'est la guerre mondiale, enfin, ce genre de trucs. Ils y intègrent petit à petit des journalistes, des faux journalistes, pour jouer le côté psyops, c'est-à-dire influence. Et on formait les mecs en unité de combat à gérer le journaliste sur la zone où il se passe quelque chose, mais dans un but de manipuler et désinformer pour gagner face à l'adversaire. Tu vois, la logique, gagner la guerre avant la guerre, etc. Je ne te ressors pas les éléments de langage, mais le fait d'utiliser la presse comme une arme, mais c'est ce que font les services de communication, donc ils ne s'en cachent pas, et c'est normal, c'est le jeu, hein, c'est relation gagnant-gagnant, enfin gagnant-gagnant, donnant-donnant, on va dire. Là, le côté accompagner des journalistes pour qu'ils puissent ramener de l'information pour informer les citoyens, c'est pas vraiment la problématique des armées, même s'ils le diront peut-être, mais c'est pas l'objectif de l'armée. Selon moi, ça devrait être un objectif, parce que, et d'ailleurs, quand tu regardes l'armée américaine, c'est ce qu'ils font. L'armée américaine, j'ai bossé déjà avec les Marines, avec différentes unités de l'armée américaine, ils ont à cœur, plus qu'en France, d'accompagner les journalistes, de leur donner des informations, parce qu'ils considèrent que, je ne sais plus quel amendement c'est de la Constitution américaine, mais le pouvoir au peuple, et puis on leur explique qu'est-ce qu'on fait de leur argent, parce que l'armée, ça coûte un pognon de dingue,
même si c'est pas le premier budget de l'État, hein, ça reste l'éducation, ce qui est assez rigolo, mais ça coûte de l'argent, ça serait bien d'expliquer aux gens à quoi il sert cet argent. Tu vois. Ne serait-ce que de raconter l'histoire des gens. Tu vois, moi, les reportages que j'ai fait au Mali, à chaque fois, c'était raconter l'histoire des soldats français au Mali. Comment ils vivent, comment ils mangent, comment ils travaillent, comment ils ressentent ça, parce que c'est des très jeunes en plus. Je considère qu'à 18-19 ans, tu es encore jeune, très jeune. Donc c'est intéressant, tu vois, de raconter l'histoire. Mais c'est pas la problématique de l'armée. Ouais. Alors, pour répondre à ta question, au Mali, c'était très difficile, parce que c'est fini, mais c'était très difficile de pouvoir faire ce qu'on veut. On était tout le temps intégré dans une unité. Mais pour une raison assez simple, c'est que si tu sors, tu te fais kidnapper et tu deviens un otage. Est-ce que c'est un risque auquel toi tu peux être confronté? Oui. Oui. Est-ce que c'est un... Alors c'est une question con, parce qu'en fait au final, bien sûr que personne n'a envie d'être capturé, mais est-ce que c'est quelque chose qui te travaille, ou tu te dis, c'est le risque du métier, je deal avec, et le jour où ça m'arrivera, je ferai avec, finalement? Ça te travaille, parce qu'il vaut mieux que ça te travaille pour éviter de faire des erreurs. Parce qu'en fait, et d'ailleurs, l'armée a créé un truc super cool qui est ça se passe au SNEC, à Montlouis et à Collioure. C'est géré par la DICODE, qui est un service com qui gère un stage de formation des journalistes en zone de guerre. Alors, ça ne fait pas zone de guerre, c'est zone de haute intensité, un truc comme ça. Ils te forment pendant une semaine à passer des checkpoints, à éviter de te faire kidnapper, faire capturer, de gérer tes données pour pas te faire pirater, ce genre de choses. Donc tu es obligé d'avoir des réflexes, d'être parano, de faire en sorte de pas te faire attraper, quoi. Surtout quand on sait le pouvoir d'une image en termes de le pouvoir, et j'entends pas le fait de son utilisation, mais plutôt des données qu'elle contient, plusieurs images collectées, l'intelligence artificielle aujourd'hui qui est en plein essor, c'est de très nombreuses années en fait en réalité, mais qui aujourd'hui est devenue très simple, en tout cas de faire des recoupages, surtout compte tenu du fait des informations que peut contenir une image au final. Tu avais une anecdote que j'ai trouvée très intéressante. On prend plein d'images, on les collecte et on est capable, en mesure finalement de voir le trajet qu'a pris un convoi. Ça, tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu as des méthodes que tu mets en place? Est-ce que tu as des formations que tu as eues, en tout cas pour protéger tes données et finalement par extension protéger ta famille en fait en réalité? Ouais, bien sûr, c'est Le Monde, je crois, le journal Le Monde, qui est vraiment un très bon journal. Et je pense que s'il y a une source sur laquelle il faut aller voir en premier, en tout cas, c'est ça. Après, il faut recouper. Mais Le Monde avait fait une enquête où ils avaient récupéré des images publiées sur Instagram par des soldats de l'armée française. Tu sais, des images où le mec se prend en selfie sur la tourelle du VAB, enfin à la table du VAB, parce qu'on va dire que n'est pas précis sur le terme, on va les commentaires, me semble venir. Ils ont pris toutes ces photos qui étaient publiées, donc open source, qu'on appelle l'OSINT, c'est l'Open Source Intelligence. Ouais. Et ils avaient recoupé avec des images satellites, avec des données présentes dans l'image, dans les métadonnées. Ils avaient vu du coup le parcours de la patrouille. Et donc forcément, là, si la mauvaise personne tombe sur ce schéma-là, tu places les IED au bon moment et tu fais strike. Donc oui, ça existe. Ils avaient réussi à trouver des camps ouïghours comme ça, avec des photos récupérées sur Twitter. Donc il faut faire attention à toutes tes données. Nous, au SNEC, ils nous apprennent à partir avec un disque dur le plus vierge possible, pas de contact dans ton téléphone. Oui, parce que c'est écrit maman ou papa dans ton répertoire et que tu es pris en otage. C'est facile, ils savent qui appeler. Tu vois. Ou tu évites de te mettre sur les Wi-Fi locaux. Créer un réseau Wi-Fi, c'est pas compliqué. Tu t'es connecté sur le réseau Wi-Fi de quelqu'un, tu donnes toutes tes données. Il y a plein de petites astuces comme ça qui font. Parfois, c'est du bon sens. Parfois, il faut se former, se préparer. Et d'ailleurs, c'est un conseil aussi que je donne à tous les gens qui veulent partir en reportage, même pas forcément qu'en zone de guerre, mais moi, j'ai fait beaucoup de reportages sur des sports extrêmes, tu vois, de base jump, en montagne, etc. Il faut être formé, par exemple, au premier secours. Toi, je sais que tu promeus ça pour le tir. Tu as raison. J'ai un accident arrive très vite. Et même pas forcément qu'avec une arme à feu. Tu fais une randonnée, tu te fais la cheville et tu pars sur une hémorragie parce que tu es tombé d'une falaise ou quoi. Est-ce que tu as un garrot dans ton sac? Est-ce que tu sais t'en servir? Est-ce que tu as suivi les très bons cours de Claude Brunet, de Terang, de MPSEC et qu'on vend aussi sur Defense Zone? Est-ce que tu es formé pour ça, tu vois? Il faut se préparer. C'est important de se préparer. En fait, c'est un peu le point commun qu'il y a entre un journaliste et un militaire. On part en reportage comme on part en mission. Tu dois faire ton sac, tu dois avoir le sac le plus léger possible avec le bon matos. Et pas que le matos photo, mais les bonnes fringues, les bonnes chaussures, la bonne condition physique, voilà, ce genre de trucs.
Moi, si je partage une anecdote alors, qui n'a pas tout à fait à voir avec ton métier, effectivement, quand je suis sorti, moi, j'ai eu plusieurs casquettes, hein, finalement, l'instruction, les réseaux sociaux, voilà, pour promouvoir un petit peu tout ça. Mission comme ça où je pars en Afrique, civil pur et dur, on embarque dans un avion et puis ensuite on fait tout son petit bout de chemin, on est récupéré à un endroit, on pose à un autre endroit et ensuite on fait une mission voilà, de protection, de préservation, etc. De la faune. Aujourd'hui, moi ce que je constate, je ne suis pas pessimiste comme gars, franchement j'aimerais bien entendre un peu ton sujet, partir sur quelque chose de plus philosophique. Mais j'ai quand même le sentiment, malgré tout, et c'est pas un biais, enfin je pense pas avoir un biais de genre télé ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même le sentiment, c'est un peu la merde partout, quoi. J'emploie ce mot-là parce que j'ai quand même ce sentiment-là. J'ai l'impression que Homo sapiens sapiens, en fait, il cherche qu'une chose, c'est en affronter un autre et d'asseoir son hégémonie et ça fout le brin partout. Quand on prend la protection de la faune, j'ai plutôt le sentiment que là ça devient une cause qui est peut-être un peu plus noble, protéger des animaux en tout cas qui eux n'ont rien demandé, protéger une flore, une forêt. Voilà pourquoi moi je m'étais un peu lancé là-dedans finalement et que j'y trouvais peut-être un peu plus mon compte et puis un apaisement aussi en termes individuels parce que je me disais au moins là je sers quelque chose que je peux voir, palper avec voilà, un environnement en tout cas qui n'est pas tenu par de la politique ou par des enjeux, etc. Donc finalement, revenir à quelque chose d'un peu plus simple. D'où ma question, toi maintenant, toi t'en penses quoi de tout ça finalement? Quand tu regardes ce monde, toi qui voyages beaucoup, qui vois beaucoup de choses, qui rencontres beaucoup de monde, sur une note plus philosophique, t'en penses quoi de tout ça, honnêtement? Je pense que... Je pense pas que le monde soit de plus en plus violent, parce que quand tu regardes les statistiques, c'est faux. De la même façon que le monde n'est pas de pire en pire. Je crois que c'est Anne Rosling, un auteur qui a écrit plein de bouquins sur le sujet, et notamment un livre qui s'appelle Factfulness, qui est incroyable, qui est le livre de chevet de Bill Gates, chaque fois il en parlait, qui explique en fait par A plus B et par plein d'études que les enfants vont de plus en plus à l'école dans tous les pays du monde. Il y a de moins en moins de gens qui n'ont pas accès à l'eau, à l'électricité. En fait, le monde va de mieux en mieux, concrètement. Il n'est pas génial, il ne faut pas être le bisounours de service, mais il va pas de pire en pire. Par contre, c'est de plus en plus visible. Tu vois, on parlait de scènes de guerre sur Instagram. Les chaînes d'infos en continu ont créé un système aussi, une atmosphère un peu horrible. Les infos aujourd'hui, si tu suis les infos H24, tu pètes un câble. C'est anxiogène au possible. Donc c'est de plus en plus visible. Mais concrètement, là, en plus, on vient de se faire 80 ans de paix, tu vois, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus anxiogène avec l'attaque russe. On est en train de dire qu'on paye les dividendes de la paix, qu'on est dans la réindustrialisation de masse en termes d'armement. Il y a cette menace, des gens ils commencent à croire vraiment que dans pas longtemps il y aura les Russes dans leur quartier, tu vois, à force d'écouter cette atmosphère anxiogène. Donc franchement, pour être allé dans le Donbass, il y a du boulot quand même avant qu'ils arrivent à Montreuil, tu vois, les Russes. Mais il y a un autre truc aussi qu'on voit pas trop, c'est on a une vision très centrée sur nous, sur les Français, sur l'Europe, allez un peu. Mais on oublie tous les autres pays. Tu vois, moi, je rentre dans un reportage, là, il n'y a pas longtemps, à Riyad, en Arabie Saoudite. Et juste avant, j'étais aux Émirats. C'est un autre monde. Ce qu'on appelle les pays des BRICS, tu vois, là, Brésil, Russie, Inde, Chine, et nouvellement les Émirats. Un peu le contre-pouvoir, en fait, finalement, qui avait été instauré pendant de très nombreuses années. Finalement, c'est un peu en fait, c'est les pays émergents. Voilà, la puissance émergente. C'est les pays du Sud, dont on appelait les pays du Sud, pays émergents, pays en voie de développement. En fait, ils ne sont plus du tout en voie de développement. C'est les 80, c'est la majorité des ressources pétrolières et gazières. C'est quasiment la moitié de la population mondiale. C'est des dépenses militaires incroyables aussi. C'est des pays qui ont racheté quasiment la plupart des stocks d'or sur Terre, qui essaient de dédollariser l'économie mondiale. Et ce qui est le vrai danger, en fait, quand on réfléchit, on prend un peu plus de hauteur, le vrai danger, c'est ça. C'est ces pays-là qui sont un vrai contre-pouvoir aux États-Unis. Les États-Unis, tu leur enlèves le dollar, il ne reste plus que leur force militaire.
Donc, si demain il y a une troisième guerre mondiale, si tu veux mon avis, c'est mon avis personnel. Hein, je fais de la géopolitique à la fac, mais je ne suis pas un expert de ce domaine-là. Mais ce que je vois pointer du doigt et en parlant avec des experts qui sont passés dans les podcasts, etc., c'est que le vrai danger, c'est ça, c'est la puissance militaire américaine, c'est ce qui reste pour essayer de conserver le pouvoir du dollar et le pouvoir de l'économie. Mais si tu lis des experts comme Ray Dalio, tu vois, Ray Dalio, un économiste qui prédit la fin de la puissance américaine et l'hégémonie de la Chine, on se dirige quand même plutôt vers ça. Le jour où la Chine réussira à convaincre tout le monde, mettre tous les pays du bloc des BRICS autour de la table pour dire ok, la monnaie nouveau dollar, c'est le yuan, il est indexé sur l'or, tu vois, avant les accords Bretton Woods, change la face du monde. Et quand tu vas dans des pays, tu l'as vu dans des pays comme aux Émirats, en Arabie Saoudite et tout, tu vois un autre monde, comme en Afrique, tu vois un autre monde, tu vois une autre façon de voir l'économie. Les gens, ils vont pas se prendre la tête sur s'il faut arrêter les sacs plastiques ou s'il faut faire du compost. Ou s'il faut arrêter les moteurs à essence, c'est pas la même logique du monde, c'est pas la même population, c'est pas le même nombre de gens. Et en même temps, je prends un autre exemple aussi extrême. Moi, j'ai fait des reportages sur l'écologie au Moyen-Orient. Et ça peut sembler rigolo, dit comme ça. Tu vois, la COP28 s'est passée aux Émirats. Les gens ont pris ça en mode premier au pied de la lettre en disant c'est ridicule, mais non, c'est pas ridicule. C'est en fait les gens les plus avancés, les boîtes les plus avancées en termes d'économie durable, verte, c'est là-bas qu'ils sont. On n'imagine pas ici. On est tous centrés sur nous-mêmes. Parce qu'on regarde à chaque fois CNews, BFM, France Télé, etc. France Inter, la vie, c'est pas France Inter. On prend un billet d'avion, on est dans un pays complètement différent, ça parle pas comme nous, ça pense pas comme nous. On voit les choses différemment, tu vois. Et après, bon voilà, le Donbass, les zones en guerre, le Mali, c'est encore pire. Parce que là, on voit la vraie violence et la vraie violence, pas les films. La vraie violence. Alors si on parle de violence, moi j'ai un peu un avis là-dessus sur la question. Je pense que malgré le fait qu'on peut parler de jeux vidéo, parce que là je vais parler de très global finalement. On va parler de la violence des dessins animés, des jeux vidéo, des films, etc. J'ai le sentiment malgré tout que notre nation, peut-être même l'Europe d'une manière plus générale, elle n'est plus vraiment confrontée, en dehors d'attaques terroristes finalement, à de la violence pure et dure. Alors on en voit un petit peu dans les actualités, des coups, mais voilà, c'est ce qui met en exergue finalement et qui choque les gens, c'est parfois l'aspect très violent. On prend des pays comme par exemple pour l'Afrique, là où il y a les gens se règlent un petit peu la feuillure, si je puis dire, à coups de machette ou à coups de canon de 14-5. Là, c'est une autre forme de violence. Plus récemment, si on parle encore d'attaques terroristes, là, les attentats à Moscou, là, il y a une violence qui est très dure finalement. Il y a des images qui ont circulé qui sont absolument effroyables et terribles. Et quand on y est confronté en tant qu'Européen, ça nous choque énormément. Là, la question que je te pose, finalement, tu as été en Ukraine. Est-ce que tu as été confronté, toi, est-ce que tu as vu ce genre de choses-là, une violence presque extrême finalement, animale, pour dire animale? Ouais, alors je l'ai pas vu, avec les yeux, mais en écoutant les gens parler, t'as l'impression que les gens te pitchent un film. Tu vois, quand tu racontes ce qui s'est passé, quand le mec te dit, là, les Russes ont tenté de rentrer dans la tranchée il y a 2 semaines. Il y en a un qui a sauté sur une mine juste là-bas, et on a réussi à les neutraliser là. Tu te dis, ok, c'est pas un film, quoi. Et tu vois, la première fois qu'on est arrivé avec Patrick Chauvel, on est arrivé dans la tranchée au sud de Zaporijjia, près du Donbass, à la frontière entre les deux régions. Quand on est arrivé dans cette tranchée, le premier truc que le commandant ukrainien nous a dit, c'est baissez-vous, vous êtes à portée des snipers russes. Et donc là, t'es tétanisé, tu te dis ok, tu te baisses. J'en prends une de la tronche, quoi, clairement. C'est ça, et là tu te dis ok, et tu demandes à ton fixeur, ils sont à combien de mètres là les Russes? Et là le mec te dit ils sont à 600 mètres. Et donc tu les vois en fait à la jumelle, tu vois le char qu'ils ont éclaté il y a une semaine au milieu du No Man's Land. Et là tu comprends que tu es dans une tranchée qui est encerclée par des mines. Et le mec t'explique que c'est comme ça sur plusieurs centaines de kilomètres. Et que les mecs qui vivent là dans la boue à se relayer, tu sais que peut-être demain ils seront plus là. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé que 2 mois après ça, mon fixeur m'a demandé de lui envoyer une photo d'un des mecs que j'avais pris en photo. Et, donc je lui envoie, il me demande si j'en ai d'autres. Je dis non, j'en ai qu'une, pourquoi? Il me dit il vient de se faire tuer
Tu peux poster pour la famille, savoir si t'en avais d'autres. Et tu vois, ça fait bizarre quand même. Tu dis, t'as passé un peu de temps, en plus on s'était retrouvés dans une cave, on avait dormi ensemble le soir même dans un petit village qui servait de base en seconde line pour passer la nuit dans une cave, tous, et c'était un moment super convivial, tu vois. Et c'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Après, je pense en France, même si on est saturé d'images violentes, de plus en plus, ça reste des écrans, il y a une certaine distance. Et j'ai l'impression qu'on prend les gens aussi pour des enfants, tu vois. Tu prends la communication des armées, quand il y a un militaire qui est tué, l'état-major va jamais dire un militaire a été tué. Tu vois, il y a eu une perte. On utilise toujours des proxys, des mots pour éviter de dire, pour choquer ou pour... tu vois ce que je veux dire? Et les médias vont, par principe, reprendre les termes souvent. On va pas parler... or si, parfois on dira décapitation, mais souvent pour les journalistes, pas pour d'autres professions. Tu vois, il y a cette... Et puis après, on revient très vite à nos occupations. Tu penses qu'on vit un petit peu dans un milieu aseptisé par rapport à tout ça? Ah ouais, on est dans une bulle. Tu penses que si aujourd'hui, question qui parfois est posée, ça doit nous péter à la tronche, tu penses qu'on a une génération aujourd'hui, des gens qui seraient prêts justement à un affrontement comme tu as pu en assister en Ukraine avec la rudesse peut-être, qui peut rappeler dans une certaine mesure un peu 14-18, la guerre des tranchées, où les gens s'envoient des obus, des pélos avec plus de technologie. On parle des drones avec des bombes dessus, mais finalement, au final, on est quand même sur des guerres de tranchées. Est-ce que les Ukrainiens, fondamentalement, étaient prêts à ça aussi, tu vois? Est-ce que finalement, on se souvient de ces images où ils s'entraînaient avec des armes en bois, où on avait l'impression que c'était un peu la débandade au début, finalement, peut-être pas prêt autant qu'on se le dit. Est-ce que finalement, nous, on le serait peut-être moins encore? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu l'emploies avec les mots qu'on emploie des proxys, finalement, pour éviter de choquer? Est-ce on vit aujourd'hui dans... un peu comme cette fameuse drôle de guerre où en fait il y a une guerre mais sans en avoir une, et puis au moment où ça va nous péter à la tronche, ça va nous faire tout drôle. Tu penses ça, toi? Je sais pas trop. Je pense qu'on peut pas... je pense pas qu'on peut pas se comparer aux Ukrainiens parce que l'Ukraine a quand même derrière elle beaucoup d'histoires un peu complexes avec son voisin russe. Tu vois, la guerre en Ukraine, elle a réellement commencé en 2014. En 2014, il y avait déjà des morts au Donbass, il y avait déjà des tranchées, des lignes de front. Et sur place, tu vois, je me rappelle d'un mec qui m'avait dit dans la tranchée, cette tranchée, c'est mon grand-père qui l'a creusée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, donc ils étaient déjà prêts finalement. Il y a toujours eu cette préparation. Oui, il y a toujours eu un conflit larvé depuis la chute du mur, depuis la chute de l'URSS. En fait, il y a toujours eu... On le voit en plus aujourd'hui dans les Balkans, enfin, ça revient. Les tensions en Bosnie, au Kosovo, etc. Donc le conflit n'est pas fini. Et c'est pas demain qu'il va se finir, et c'est encore moins une nation occidentale, étrangère, qui va finir un conflit comme ça. Et il n'est même pas né récemment, finalement. Si on prend un petit peu l'histoire, quand on parlait de la Géorgie, quand on parlait de la Crimée, tout ça, c'est quand même des choses qui sont assez proches et qui étaient peut-être que des révélateurs, finalement, au final, peut-être, j'en sais rien. Les tensions géopolitiques sont très fortes. Et en plus, quand tu as des nations qui remettent de l'huile sur le feu, parce qu'ils ont des intérêts, tu vois... les Américains ont énormément d'intérêt dans cette guerre. Ils nous vendent maintenant du gaz parce qu'on ne peut plus avoir le pétrole russe ou le gaz russe. Ils fournissent de l'armement, donc ça fait augmenter les cours en action de Lockheed Martin. Je veux dire, les mecs qui financent leur retraite avec le S&P 500 et Lockheed Martin sont contents. Mais il y a quand même comment dire, on peut pas, je pense pas qu'on puisse s'imaginer. Après, il faut se dire aussi, les Ukrainiens, c'est pas toute l'armée, tous les Ukrainiens se sont levés d'un coup pour se battre. Il y a beaucoup de gens qui ont fui le pays. Il faut aussi en parler. Hein. C'est pas très bien d'en parler. Les Ukrainiens qui m'écoutent, ils vont pas aimer ce que je vais dire. Mais moi, j'ai parlé avec des gens. Il y a des Ukrainiens que je connais, avec qui j'avais fait des reportages dans d'autres contextes, qui ont fui le pays pour pas se battre. Et je pense que c'est l'humain. Si demain, je te dis... je réquisitionne ta maison, tes armes, et tu vas défendre, tu vas créer une milice et tu vas te battre. Peut-être que toi tu diras oui, mais peut-être qu'en fait au final tu vas te rappeler que non, en fait j'ai pas envie. Et tu vois, tout le monde est différent sur ça. Tu couvrirais de la même manière que tu l'as fait pour l'Ukraine, la Russie? Est-ce que par exemple, si l'opportunité t'en était laissée, tu irais aussi dans des tranchées russes
pour couvrir depuis finalement le point de vue russe finalement. Si je dis j'en rêverais, ça va faire un peu bizarre parce que voilà, mais j'aimerais beaucoup, oui, parce que notre métier en tant que journaliste, c'est de couvrir les deux côtés. Et si tu couvres un seul côté, tu fais pas bien ton boulot, tu fais la moitié du job. Et par principe, tu fais mal le job parce que tu vas pas raconter l'histoire complètement. Donc oui, ça m'emmerde moi de pas pouvoir couvrir les deux côtés, mais concrètement, je peux pas pour deux raisons. La première, c'est que ça va être extrêmement compliqué, voire impossible d'avoir les autorisations maintenant que je me suis identifié côté ukrainien parce que j'ai fait des photos côté ukrainien. Donc ça va être compliqué, voire impossible. Et la deuxième raison, c'est que j'ai pas les moyens de le faire parce que c'est extrêmement cher. Partir en zone de guerre, ça coûte des milliers d'euros parfois par un jour en termes de frais pour faire quelque chose et derrière pour vendre, sachant que les médias s'intéressent pas forcément tout le temps. Il n'y a pas le modèle économique derrière. Donc je peux faire des choses par envie ou par plaisir, mais à un moment donné, j'ai des limites. Et l'autre truc aussi, c'est que, c'est la troisième raison en quelque sorte aussi, c'est que si tu vas côté russe, tu es catalogué en France comme pro-russe et tu prends des journalistes qui font bien leur boulot, quoi, comme Régis Le Sommier, tu vois, ancien de Paris Match, passé par RT France, qui a pourri sa réputation pendant qu'il est pas resté longtemps en plus, mais il est parti quand d'ailleurs il y a eu cette histoire avec la Russie envahie. Et là, tu vois, il dirige la rédaction d'Omerta. Je l'ai interviewé dans mon podcast sur Défense Zone et il me disait que c'était un paria maintenant parce qu'il est rentré du front russe. Il est allé couvrir Bakhmout côté russe. C'est un des seuls à l'avoir fait. Peut-être même le seul à avoir vraiment fait la ligne de front de Bakhmout côté russe. Et il m'expliquait dans le podcast que, tu vois, quand il rentrait de reportage avec les talibans, il avait fait l'interview de Bachar al-Assad en Syrie et tout. Quand il était rentré en France, tout le monde lui disait bravo, putain, t'as fait un super boulot de journaliste. Quand il rentre de Bakhmout côté russe, où il a pris encore plus de risques, il a limite des menaces de mort parce qu'il a donné la voix aux Russes. Tu vois. Et c'est scandaleux. Est-ce que selon toi, on devrait justement leur laisser la. Par exemple, si on prend le conflit afghan, on va prendre par exemple les talibans, de rentrer finalement dans leur politique, de comprendre le système de fonctionnement. Moi, je l'ai vu par exemple sur TF1 qui l'ont fait justement. Ils sont allés venir interviewer. Donc finalement, on l'accepte ça quand il s'agit de ce. Ça, c'est plus une zone de conflit pour nous, mais en tout cas, on accepte ça en Afghanistan. Qu'est-ce qui explique le fait qu'il y ait cette telle animosité, par exemple, à l'égard justement pour le conflit russe, de basculer du côté russe et de couvrir depuis la Russie? Puisqu'on l'a fait, moi je l'ai même vu sur TF1, ce reportage pour les talibans. Selon toi, encore une fois, moi c'est une question que je pose avec un œil qui n'est pas journaliste. Voilà, je parle vraiment d'un œil extérieur finalement. Je pense qu'il y a un storytelling général qui s'est implémenté dans la société en France et en Europe. Il y a le camp du bien, le camp du mal. Tu vois, on parle de plus en plus de guerre juste. Tu vois, il y a encore quelques années, investir dans de l'armement, travailler pour une boîte d'armement comme Thales, Nexter, etc., c'était pas bien, c'était mal. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse qui se passe, tu vois. Et encore une fois, j'utilise des mots, tu vois, réarmement démographique, ce truc. Il y a ce storytelling général qui fait qu'il y a un méchant bien identifié, il y a Poutine. Et donc derrière, on fait l'amalgame aussi de dire que tout le peuple russe, c'est l'ennemi, quoi, alors que c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Et qui fait qu'effectivement, si tu sors de la doxa, c'est un peu compliqué. Mais concrètement, tu l'as pas que pour le conflit ukrainien. Tu l'as pour plein d'autres gros dossiers. Tu parles d'immigration en France. C'est un gros mot, immigration. Je te mets au défi de titrer cette vidéo, on va parler d'immigration. Sans même regarder la vidéo, tu as des gens dans les commentaires qui vont te traiter de tous les noms, tu vois. Est-ce que tu penses que justement, on a pu laisser la place maintenant au débat? Tu vois, on avait ce discours-là, moi, que je trouve très vrai, parce qu'en fait, finalement, tout est lié. Selon moi, tout est lié. Est-ce qu'aujourd'hui, cette société d'instantanéité où tout va très vite, on ne se laisse plus finalement le temps de la réflexion? Est-ce qu'on en demande peut-être pas trop aux gens en termes de « aie un avis sur ça. Quel est ton avis? Qu'est-ce que tu dois... Pense quelque chose et prends un camp. » Moi, j'ai un peu de mal avec ça parce qu'en fait, je pense que les relations humaines de manière générale, mais
quand on traite de tous les sujets, ils ne sont pas tranchés, binaires. Et parfois, il faut un peu de temps pour prendre une information en compte et finalement émettre son avis sur la question. Toi, t'en penses quoi de tout ça? Tu ne penses pas que justement, on est peut-être trop sensible à ça? Peut-être, est-ce que émotionnellement, on n'est pas trop atteint? Quel est ton avis, toi, là-dessus? Bah, tu as complètement raison. Et en fait, tu as raison, c'est même générationnel presque, dans le sens où on te demande d'avoir un avis sur tout et de t'inventer expert de... Tu l'as vu pendant le Covid, tout le monde était expert du Covid, tout le monde est expert des vaccins, après c'était expert en géopolitique. Alors qu'en Expert en voiture électrique, expert voilà. Alors en qu'en fait, climat. tu as juste envie de dire, ferme ta gueule, tu sais pas. Ouais. Euh, et, euh, et le problème, c'est à chaque fois, c'est les extrêmes. Tu vois, tu regardes l'histoire, c'est toujours les extrêmes qui foutent la merde, géopolitiquement parlant. C'est le parti d'Hitler qui a gagné les élections parce que c'était le parti extrême. Là, aujourd'hui, on a une forme d'extrémisme dans plein de domaines de la société. Tu vois, même dans le domaine de la sexualité. Tu as les mouvements féministes, certains mouvements féministes, encore une fois, attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, hein, mais tu as certains mouvements féministes qui vont être hardcore, qui vont se trouver comme un ennemi naturel vers le masculinisme. Ça aussi, c'est à la mode, ça parle bien de ça, ça marche bien, ça fait vendre des bouquins, c'est bien. Alors qu'en fait, c'est un épiphénomène aussi. Et tu vois, il y a cette guerre avec des gens qui crient, qui parlent, qui font du bruit. Et effectivement, pour que ces gens puissent essayer d'exister, ils demandent à la majorité silencieuse, à la masse, de prendre position pour eux. Finalement, qui parlent fort, mais qui n'écoutent plus. Ouais, il y a ça. On ne prend plus le temps d'écouter, en fait. Mais tu vois, tu le vois sur les médias, il y a très peu de médias de débat. Il y a de moins en moins. Les gens sont obligés d'écouter des podcasts, regarder des vidéos YouTube, des chaînes comme Le Crayon, tu vois, pour avoir des débats de qualité, ou Thinkerview, pour des gens qui sont capables de parler de pro-nucléaire et anti-nucléaire en même temps, sans se foutre sur la gueule. Tu peux pas l'écouter sur les services publics parce qu'ils invitent plus les gens de droite, et tu peux pas l'écouter sur des chaînes comme CNews parce que les gens de gauche vont pas sur les plateaux, ce genre de trucs. Donc t'as pas de... Au final, on en vient à regarder des auditions au Sénat pour avoir des vraies informations, tu vois. Alors, tant mieux, hein, c'est bien, ça redonne vie un peu à l'institution et tout. Mais c'est un problème, c'est clair. Mais c'est notre responsabilité aussi, les journalistes, de réussir à sortir du débat, être plus cultivés, plus intéressés aussi à la vie, à l'histoire et à plein de choses pour avoir un peu de matière. Et tu vois, moi je donne des cours en école de journalisme et je le vois, c'est un problème. La culture générale, c'est de moins en moins maîtrisé. T'as des gens qui veulent être journalistes mais qui savent pas ce que c'est les BRICS, qui savent pas ce que c'est la géopolitique. Alors, quel conseil tu donnerais? Moi, j'ai des copains voilà, qui aimeraient bien peut-être se lancer dans un métier similaire au tien, soit rejoindre une antenne ou un journal ou quoi que ce soit. Ouais. Toi, tu as des conseils à donner, toi, là-dessus? Ouais, c'est de se former en fait. Tu as plein de formations qui existent, tu as plein de gens qui donnent des conseils dans les podcasts, sur des vidéos, des formations en ligne et tout. Il y a des écoles plus ou moins chères, des gratuites, des payantes. Aller sur le terrain, mais en fait déjà commencer par se cultiver, lire, rencontrer des gens qui font ce métier-là, les contacter. Moi, toutes les semaines, il y a des gens qui me contactent sur LinkedIn, sur Facebook pour me demander des conseils ou rentrer dans mon agence ou suivre mes formations, ce genre de choses. Il y a des gens moi j'ai des formations gratuites. Si tu veux, je pourrais te mettre un lien, te donner un lien. Ah ouais, clairement, on les mettra dans la description. Et ouais. C'est pas compliqué en soi. Après, c'est pas facile de durer dans ce métier. Ça paye mal. C'est des conditions compliquées. Ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps. C'est pas toujours compatible avec une vie de famille comme on l'imagine. Et même s'il y a des gens qui arrivent à bien le faire. Il faut être résilient, ambitieux, enfin plein de qualités que par principe beaucoup de gens n'auront pas forcément. Mais aussi parce que l'éducation nationale, je pourrais taper sur l'homme par terre, mais beaucoup trop de gens font pas leur boulot aussi, tu vois. Et après ça se répercute sur toutes les générations. Finalement, au final, c'est un peu ce qu'on dit. Moi, je regardais une fois Louis Saillant qui disait ça. En fait, c'est beaucoup autour de l'éducation. Louis Saillant que tu as reçu sur Défense Zone, qui avait été en France, il disait ça. Il disait justement, ça passe pas par le bras, ça passe par le cerveau, finalement, par l'éducation. Moi, je trouve que là, ce que tu dis, c'est tout à fait ça, en fait, finalement. C'est beaucoup d'éducation, c'est beau, se cultiver et essayer d'entretenir un minimum de connaissance globale pour éviter de ne pas trop partir dans les extrêmes ou d'essayer d'être dans sa chambre d'écho, finalement, où tout le monde dit la même chose et pense la même chose. Tu sais, il y a un biais cognitif qui existe en 2 secondes, ça s'appelle le biais Dunning-Kruger. Tu connais, c'est un biais cognitif qui fait qu'en gros, plus tu sais quelque chose sur une thématique, plus tu es expert dans quelque chose, moins tu as l'impression de connaître cette chose-là. Et inversement, moins tu sais quelque chose sur quelque chose, moins tu es expert,
plus tu as l'impression de tout savoir. Ouais. Tu vois, c'est comme les mecs qui voient 3 vidéos sur le Bitcoin sur YouTube et juste après, ça y est, c'est des experts de trading. Tu vois. Mais ça, c'est un biais qui s'appelle le biais de Dunning-Kruger. Et c'est un truc qui est fascinant. Et moi, j'encourage les gens, justement, moi, quand je veux apprendre quelque chose sur une nouvelle thématique, je vais à la bibliothèque où j'achète 3-4 livres sur Amazon et je lis ces bouquins le plus rapidement possible, où je parcours le livre, je regarde des vidéos, des documentaires, des machins. Et j'essaie d'en voir un maximum. Et plus je fais ça, moins j'ai l'impression de savoir. Et du coup, plus je reste humble par rapport à ça. C'est Gabin qui disait, plus en fait il sait, au début il sait, et à la fin il sait rien en fait au final. Tu sais que tu sais pas. Dis-moi, pour finir cette belle interview, d'ailleurs franchement je suis vraiment très content de t'avoir. Defense Zone, parlons un petit peu de Defense Zone pour ceux qui m'ont l'air de se regarder de cette caméra. Voilà, je vous invite vraiment à vous y intéresser. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Je sais que c'est ton bébé, c'est ton projet. Voilà, si tu peux nous en dire un peu plus. Yes, alors c'est un média que j'ai monté avec un camarade qui était dans l'armée pendant quelques dizaines d'années. On a monté ça ensemble il y a 3-4 ans. Et donc c'est un média spécialisé sur les questions de défense, sécurité et géopolitique, avec beaucoup de reportages de terrain, beaucoup de témoignages, beaucoup de portraits, beaucoup de photos. On est beaucoup de photographes à collaborer dessus, enfin on est surtout photographes tous. Et donc ça sort en kiosque tous les 3 mois, sur abonnement. Il y a un podcast, des vidéos YouTube, des articles. On essaie d'apporter notre pierre à l'édifice, tu vois, de la connaissance commune, collective, et apporter de la matière aux gens et à s'intéresser aussi à des unités qui... On ne va pas parler que des forces spéciales, tu vois. On a parlé des forces françaises aux Émirats, on n'en entend pas beaucoup parler. On a parlé des forces françaises en Guyane, à Djibouti, de différentes unités, les Alpins, les paras, la marine, l'armée de l'air, la sécurité privée aussi parfois, la gendarmerie, la police, les secours. On parle de plein de choses. Et on croit que le papier peut encore exister, on croit que les gens ont envie encore de se documenter, s'intéresser à ça. Et surtout les jeunes, on a des retours de jeunes qui préparent les concours pour les écoles, tu vois, d'officiers, qui lisent Defense Zone, ou qui écoutent le podcast. Et voilà, on a fait ton portrait d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Voilà, on s'intéresse aussi aux tireurs sportifs, à plein de gens. Mais c'est la qualité des photos, moi que j'aime beaucoup aussi, c'est ultra bien documenté. Il y a à chaque fois par exemple, voilà, texte Fred Marie, photo, bon voilà, pour le coup c'était Europol, mais voilà, c'est très complet, c'est bien écrit. Ouais, effectivement, c'est vraiment un magazine, moi, qui je pense mériterait encore plus d'être connu, parce qu'il y en a beaucoup qui ignorent son existence, alors que finalement c'est un super magazine. C'est vraiment, t'es vraiment quelqu'un d'investi, qui travaille beaucoup au contact des armées, qui s'engage, qui va sur le terrain, donc c'est pas rien. Et ça, je trouve que ça a ton essence dedans, on le sent, c'est ta patte, c'est ton esprit. Donc voilà, si j'ai qu'un seul conseil à donner, finalement, c'est allez-y, prenez-le, lisez-le et abonnez-vous, parce que c'est le soutien de ton travail, et comme tu l'as dit, qui est dur, qui nécessite un sacrifice personnel, et puis pour parfois pas beaucoup non plus en retour. Donc, Alors, je ne suis pas encore millionnaire. Non, moi non plus. Mais voilà, je pense que c'est important de défendre aussi voilà, ces belles choses qu'on n'a pas, et qui, si malheureusement on ne soutient pas, vont finir par se perdre, quoi. Moi, ce serait terrible, quoi. Donc vraiment, allez-y, vous pouvez me croire à 200%, c'est un super magazine. Voilà. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Fred, pour finir cette interview? Juste te remercier pour cette invitation, et de parler avec toi comme ça, c'est toujours stimulant, intéressant, et j'encourage les gens à l'écouter, l'interview qu'on avait fait ensemble. On en a fait 2 d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'était tellement intéressant que tu es venu 2 fois. Ouais. Il y a très peu qui ont eu cet exploit-là. Donc et je pense qu'on en fera une 3e. Il y en a déjà là, et impeccable. Merci beaucoup, Fred, pour ta visite sur la chaîne YouTube. Est-ce qu'on mettra cette interview en podcast? Est-ce que ça sera disponible en podcast? À voir. Hein. On va voir au montage, parfait. Ouais. Comme ça, on verra, comme pour ceux qui font des longs trajets en voiture comme toi et moi, eh bien, au moins, ils auront le plaisir de nous écouter. Surtout que c'était vraiment c'était très dense, c'était vraiment des tas de sujets qui ont été abordés, qui va peut-être donner pour beaucoup l'envie de s'intéresser à ton métier, à la difficulté de ton métier, mais aussi à la beauté de ton métier, l'ouverture, comme tu le dis aussi, l'ouverture d'esprit, l'ouverture sur le monde. En tout cas, moi, je félicite. Moi, je te tire mon chapeau pour tout ce que tu fais. Ça devrait être d'utilité publique, vraiment, ce que tu fais. Donc, félicitations à toi, et content de te revoir rentrer entier de tes derniers déplacements. Merci, Joël. À très bientôt, Fab. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir votre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com
À très vite pour un prochain épisode du podcast.